Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire où nous allons aborder aujourd'hui, ce matin, comment booster sa conversion. Je suis accompagné ce matin de Yann Pusleski. Bonjour Yann, Bonjour. qui est directeur associé chez Altima, et moi-même, Pascal Morvan, directeur solution chez Sparco. On a souhaité faire ce webinaire ensemble pour aborder le thème de la conversion, hein, des sites e-commerce principalement, où aujourd'hui on peut se rendre compte que le taux de conversion moyen est quand même très très faible, hein, parce qu'on parle de 1 à 3%, donc on reviendra sur un certain nombre de chiffres qui sont tombés récemment, alors que souvent on parle que dans le réseau physique, hein, on est sur des taux de conversion de plus de 55%. Donc c'est comment on va pouvoir mettre en place toute une série, eh bien, je dirais, de mécaniques pour booster cette conversion. Alors avant de démarrer, juste un petit mot sur qui est Sparco. Sparco est éditeur de solutions logicielles qui a pour vocation d'aider nos clients à booster justement leur performance commerciale en proposant trois grandes briques. On parlera beaucoup de merchandising, de recommandations produits, de personnalisation et une suite logicielle dédiée à tout ce qui est digital en magasin. Sparco aide tous les jours ses clients sur trois grands axes, hein. Le premier, on parle beaucoup de l'amélioration de l'expérience d'achat de vos clients. Voilà. On parle beaucoup de la personnalisation en utilisant des données du CRM ou des données comportementales. C'est de faire en sorte qu'on arrive à avoir une expérience cohérente entre les différents canaux de communication, d'avoir une navigation qui correspond aux attentes, etc. Deuxième grand point, on parle de booster la performance des dispositifs commerciaux en proposant de vraies mécaniques d'upsell, de cross-sell, en proposant de la recommandation, qu'elle soit statistique en fonction de règles métiers. Et le troisième point important, c'est comment on est capable d'augmenter la productivité des équipes métiers. D'accord ? Et c'est vraiment l'enjeu de nos solutions. Très présent dans le retail, vous voyez ici un certain nombre de nos clients, hein. Voilà, on peut citer des marques comme Citadium, Brandalais, Decathlon, Damar, Mode in Motion, Casino, etc. Je vais laisser la parole à Yann pour nous présenter un petit peu qui est Altima. Oui, merci de me donner l'occasion de parler de cette problématique de conversion qui font partie du quotidien de nos clients et de nos équipes. Alors Altima, on existe depuis 18 ans, on est 220 aujourd'hui répartis dans 7 bureaux dans le monde. On est né dans le Nord, on a 3 bureaux en France, à Roubaix, à Paris et à Lyon. On est également présent pour accompagner nos clients en Chine, en Russie, à New York et très prochainement à Hong Kong. Alors notre métier, c'est l'amélioration des dispositifs de commerce digital de nos clients. Nos clients qui sont sur différents secteurs et qu'on accompagne sur différents pôles métiers qui sont tous animés autour de ces aspects liés à la conversion. Alors on va retrouver différentes dimensions métiers, hein, liées à l'acquisition, à l'expérience utilisateur, à la fidélisation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on accompagne nos clients sur quasi la totalité de la chaîne de valeur e-commerce, à la fois en setup, donc en mise en place des différents dispositifs, et également en optimisation au quotidien, donc sur la partie run de ces différents métiers. Des belles références. Des belles références. Oui, on a plus de 200 clients aujourd'hui chez Altima. On retrouve ici quelques grands noms majeurs, hein, qu'on va accompagner sur différentes typologies métiers. Une présence évidemment forte sur le retail, une présence forte sur la mode et également sur d'autres métiers plus spécifiques. Des clients qui ont tous un point commun, c'est ce besoin d'optimisation permanent de la conversion pris dans son intégralité. Donc on va parler de taux de conversion, on va parler de valeur client avec prise en compte notamment du panier moyen d'achat. Et parmi, je dirais, vos nombreuses références, un certain nombre de clients Sparco que vous accompagnez aussi dans
dans cette voie de la performance. Exactement, des clients comme Camailleux, comme Grain de Malice, comme Damar, qui sont utilisateurs de la solution Sparco. Alors, avant de démarrer, on va aborder quelques chiffres sur la conversion, parce qu'il y a eu de nouvelles études. Donc, moi, j'aime bien toujours partir de quelques études de marché. Sur la conversion, ce qui est intéressant dans cette étude qui a été publiée récemment, c'est que on se rend compte que la conversion, elle est complètement différente d'un secteur à l'autre, hein. Donc, forcément, la maison, le meuble, l'habillement, l'alimentaire, etc. ont des taux de conversion totalement différents. Et puis, le deuxième étude qui était un petit peu aussi assez ancienne, qui avait été publiée sur Journal du Net, on voit aussi pareil des chiffres qui sont assez intéressants. Donc c'est vrai que quand on parle de la conversion, il y a la conversion, mais il y a aussi d'autres critères qui rentrent en compte, comme les taux de rebond, les taux de refus, etc. Et on verra tout à l'heure qu'on abordera aussi l'ensemble de ces problématiques. Donc on voit bien qu'il y a une disparité en fonction du secteur d'activité. Et puis par rapport à ce taux de conversion, il y a une autre chose aussi que j'aime bien souligner, c'est que ce taux de conversion, il est aussi souvent lié à la stratégie e-commerce du client. Je vous donnerai un exemple. Aujourd'hui, on a comme client chez Sparco Truffaut. Ils ont bien sûr un site web marchand, mais leur volonté première, c'est d'essayer de ramener au maximum le client vers le magasin. Et c'est vrai que ce taux de conversion, si on le prend de façon brute, d'accord, il faut aussi l'augmenter de ce qui va être la visite en magasin et les achats effectués dans ce magasin. Donc on voit bien que dès qu'on a une stratégie de web to shop, de shop to web, etc., le taux de conversion peut être aussi totalement différent. Donc lorsqu'on parle de conversion, l'important est bien en amont de définir les composantes, de définir les KPI qu'on va mesurer pour déterminer l'uplift qu'on va pouvoir réaliser. Voilà. Une étude qui est sortie il y a quelques jours par la FEVAD qui dit voilà, depuis des mois, la FEVAD note un déclin régulier du panier moyen, à savoir aujourd'hui que le panier moyen pour un achat se situe à 80,50 €. Voilà. Et il dit à son plus bas historique. Donc on va aussi parler de des méthodes pour booster le panier moyen, comment on va pouvoir augmenter la valeur de ce panier. Un autre point aussi qui est intéressant, c'est la comparaison des taux de transformation par type de device. D'accord ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'un taux de conversion qui est un peu générique sur le e-commerce, mais ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que aujourd'hui, le client est de plus en plus, on va dire, connecté. Plus on lui met de points de contact, des bornes en magasin, des applis mobiles, des applications tablettes, etc., on voit qu'il y a un usage, donc je ne sais pas si vous voyez bien sur ce schéma, il y a l'usage du canal, et puis il y a derrière ce qu'on va appeler le pourcentage de vente réalisé par chacun de ces canaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir que sur ce qui est traditionnel, un PC, et puis une application tablette, on est sur des taux de conversion qui sont à peu près similaires. Par contre, on voit bien qu'aujourd'hui, le smartphone ne convertit pas suffisamment. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très utilisé par l'internaute. Ça veut peut-être dire qu'il y a aussi des choses à faire au niveau de la présentation de son offre sur ces canaux, puisqu'on parlera tout à l'heure beaucoup d'ergonomie, etc. Et que c'est important d'avoir une scénarisation de son offre qui peut être différente d'un canal à l'autre pour essayer de ramener ces taux de conversion sur la même logique. Alors, Yann, j'aimerais bien que tu nous parles un peu aujourd'hui de cette conversion, d'accord ? Quand on parle de conversion, il y a plusieurs dimensions visiblement à la conversion. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je vais commencer par rappeler quelques basiques qui semblent évidents, mais pour faire de la conversion, le premier point qui est important, c'est d'avoir une bonne offre. Vous pouvez avoir tous les plus beaux dispositifs du monde mis en œuvre dans le digital ou en in-store. Si les produits ne sont pas bons, si les produits ne sont pas placés en prix ou en service, la conversion s'en verra directement impactée. Le second point qui est pour nous un basique, c'est la compatibilité. On l'a vu, le métier
de e-commerçants, de commerçants de façon générale se complexifie du fait de la multiplicité des devices. Digitaux, mais également la multiplicité de l'ensemble des devices qu'on va trouver à distance ou sur le point de vente. Il y a une notion de compatibilité qui est importante sur ces différents devices. Et donc, lorsque vous mettez en œuvre un dispositif, important de pouvoir le resetter, de bien valider la compatibilité du dispositif sur l'ensemble des devices de vos clients cibles. D'ailleurs, cette compatibilité pouvant être différente selon le pays depuis lequel le client va se connecter. Le troisième point qui est un basique de conversion, c'est la disponibilité de votre applicatif. On est sur des applicatifs digitaux à distance qui doivent répondre pour assurer techniquement, en temps de réponse, pour assurer une bonne fluidité du dispositif et de l'expérience utilisateur. Il y a des chiffres qui existent sur l'augmentation de 1 seconde en termes de temps de réponse sur une page qui va vous amener un uplift de 10% en termes de conversion. Cette notion de disponibilité et de performance associée est fondamentale. Et pas uniquement dans les périodes de fort trafic, comme les lancements de vente privée ou les lancements de soldes, par exemple. Cette notion de disponibilité, c'est bien une problématique du quotidien. Oui, mais j'allais rajouter juste un mot. Là, tu parles de disponibilité en termes, on va dire, d'infrastructure. Moi, je rajouterais aussi la disponibilité produit. Parce qu'on voit aussi trop souvent sur des sites des mises en avant produits qui ne sont pas forcément disponibles. Et forcément, ça ne concourt pas à la conversion du site. Exactement. Exactement. Et ces éléments-là, quelque part, on n'invente rien. On reprend des bonnes règles de commerçants. Moi, j'ai passé plus de 10 ans dans l'industrie. De bonnes vieilles règles de commerçants. Un rayon plein, propre, balisé, ça c'est ce qu'on appelle du basique. Dans les basiques, je reviens sur cette notion de chiffres et de mesure de la conversion. Pour pouvoir travailler cette conversion, il est vraiment important d'avoir une bonne définition de ce qu'on va mesurer et répondre à la question finalement, dans mon business, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui va générer de la valeur. Alors, les dimensions de la conversion, encore une fois, une règle classique de commerçant, le potentiel de chiffre que vous allez déployer va être finalement la résultante d'une équation simple, les visites fois la conversion fois le panier moyen. On a pour habitude, quand on accompagne des clients, de scinder ces différents axes pour les travailler de façon parallèle, avancer pas à pas, pour pas embrasser trop large l'ensemble de ces leviers. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait tendance à se dire plus j'augmente la visite sur mon site et plus j'augmente mon chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, compte tenu, je dirais, la population n'est pas extensible, et puis le deuxième événement qui fait que l'acquisition coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, il faut se focaliser sur la conversion, d'accord, et l'augmentation du panier moyen pour arriver à booster le chiffre d'affaires du e-commerçant. Exactement. On va travailler en priorité cet aspect conversion qui va par expérience amener le plus fort return. Pour développer le chiffre d'affaires de votre activité, il serait simple de démultiplier le trafic en achetant de la visibilité, mais ce n'est pas forcément le moyen le plus héroïste en termes de levier. Alors justement, on va aborder maintenant cette problématique, comment on peut booster cette conversion. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire que cette dimension conversion, elle pouvait se voir sur des aspects peut-être moins évidents pour tous, sur la notion de parcours client, sur la performance, sur la persuasion. D'accord ? Tu peux nous en dire un peu plus, Yann ? Oui, sur cette notion de conversion, trois
trois sous-leviers liés au parcours, la performance, la persuasion. Le parcours qui va revêtir des dimensions liées à l'ergonomie, la navigation, tout ce qui est lié à la recherche également sur le site. La performance, je vous en parlais tout à l'heure, sur notamment la disponibilité des infrastructures qui va impacter le temps de chargement des pages, temps de chargement qui va être également impacté par la notion de code, sur le code HTML qu'on va déployer sur les sites. Et cette notion de persuasion où on va travailler le design, les éléments de réassurance, on va travailler le merchandising du site. L'ensemble de ces éléments va amener un impact sur la conversion. Et c'est ce qu'on va vous montrer, c'est ce que je vais vous montrer au travers de différents exemples. Je vais d'abord focuser sur la partie expérience utilisateur en prenant 3 exemples. Vous retrouvez ces exemples, je vais vous en parler brièvement sur le site ultima-agency.com. Vous avez une rubrique qui s'appelle la rubrique blog. En sélectionnant la partie Optim, vous allez retrouver l'ensemble de ces case studies détaillés. Alors on parle souvent de ce UX design, tu peux nous en dire un peu plus parce que moi j'ai pas forcément une bonne vision de ce que c'est que cette UX design. Oui, la partie UX en design correspond notamment à tout ce qui est lié donc à l'ergonomie du site, à la disposition des différents éléments clés de la navigation du client dans son parcours d'achat, dans son acte d'achat. Et on va se rendre compte que chaque changement, chaque optimisation portée parfois sur des petits éléments peut amener un uplift en termes de conversion. Je vais vous donner 3 exemples, plus ou moins. Ouais, c'est intéressant de parler de cas concrets. 3 exemples plus ou moins complexes. Verbaudet qui est le leader dans la vente à distance sur le marché pour enfants. Un client qu'on accompagne depuis 2010 sur différents aspects métiers. On l'a d'abord accompagné sur l'aspect SEO, référencement naturel. On a ensuite optimisé toute la partie desktop. Et en juin 2014, on s'est attaqué à la partie mobile. Partie mobile qui représente 15% de son trafic, du trafic global de l'activité Verbaudet. On a une première observation, c'est que cette notion de notification d'ajout au panier manquait d'affordance. Je ne sais pas si la notion d'affordance est très claire pour tout le monde, mais globalement, c'est la capacité d'un élément de l'ergonomie à susciter le clic, à donner envie sur le clic. Un bouton d'ajout à panier qui manquait d'affordance est donc quelque part un frein identifié sur la conversion. Alors ça, c'est les première observation qui a été faite, qui a été ensuite confirmée par l'analyse des données. On est allé vérifier ce point et on a décidé de mettre en place un test. Donc 6 versions de boutons qui ont été testés sur le site mobile. Donc, c'est un test qui a duré 4 semaines. Alors qu'est-ce qu'on a testé ? On a testé la couleur du bouton. De mémoire, on avait testé un bouton vert et un bouton orange. On a testé la taille du bouton. On a testé aussi le wording qui est très impactant sur les différents résultats. Et on a également, depuis la page liste, donné la possibilité aux clients d'ajouter au panier. Vous me direz, finalement on a juste modifié un bouton. Oui, on a juste modifié un bouton. En termes de performance, la version gagnante, elle permet une augmentation de la valeur client, de la valeur de visite de 12%. Ouais. Deuxième exemple qui est un client Sparko, tout par gel. Deuxième client tout par gel. Alors là, on est sur un client qui est plus récent, qu'on accompagne depuis 2013, également sur les aspects analytics, SEO, et on est passé à la conversion. Un test qui est relativement récent, qui date de janvier 2015,
Même mécanique, hein, on commence par analyser les datas, comprendre le parcours de l'utilisateur on a fait un focus sur cette barre de navigation qui pour nous manquait de lisibilité. On était sur des tons qui étaient pastels et pas suffisamment marqués, pas suffisamment contrastés. Une taille de typo aussi, il y a une typo utilisée qui pour nous nuisait à la lisibilité de l'information. On s'est défini quelques objectifs qui étaient de clarifier et simplifier ce header, renforcer donc l'affordance de ce menu, inciter donc quelque part à l'utilisation. Et puis on a aussi fait un petit peu le ménage. On a supprimé des liens qui n'avaient pas une participation directe sur la conversion. On avait également un panier déroulant qui était en haut qu'on a positionné en bas. Alors de la même façon, on a produit des interfaces, défini des ergonomies, produit des interfaces associées et on a testé 8 versions pendant 6 semaines. Encore une fois, on a juste changé un header. L'impact en termes de conversion, plus 5%, donc directement sur le chiffre d'affaires du client. Ouais, on voit bien que cette navigation est beaucoup, en tout cas pour moi, on le voit bien à l'œil nu. Moi qui avais l'habitude de passer sur le site de Tout-Par-Gel, où c'est vrai que le menu était beaucoup moins visible, on ne trouvait pas forcément bien les bonnes rubriques, etc. Aujourd'hui, c'est mis beaucoup plus en avant et ça a un impact direct sur leur conversion. Navigation et moteur de recherche. C'est important de souligner ce point par rapport au moteur de recherche parce que comme vous le savez, on a un taux de conversion des visites qui passent par le moteur qui est plus fort que la conversion tout client ou client ne passant pas par le moteur. Mais c'est vrai qu'on parlera après de toutes ces mécaniques, le moteur de recherche, le merchandising, etc., qui contribuent à la conversion, à l'augmentation du panier moyen. Là, sur ce focus pur, on va dire, ergonomique, ça a un impact très très fort. Je crois que c'est un autre cas, celui de Salomon. Oui, alors le cas de Salomon, on est sur un cas qui est entre guillemets plus évolué parce que là alors, Salomon qui est un client qu'on accompagne depuis plus de 5 ans, en mars 2013 on a proposé à Salomon une mutation. Alors une mutation c'est quoi? On va là dupliquer le site existant pour l'optimiser, apporter un certain nombre de points d'amélioration qu'on a identifié et on va tester la version site A complète contre la version B optimisée. Alors les objectifs qu'on avait définis avec l'équipe Salomon, améliorer la hiérarchisation du contenu, offrir une meilleure visualisation du produit. On est sur du produit expert, du produit passion chez Salomon. Il faut savoir valoriser le produit, simplifier la perception des actions et également optimiser les éléments de réassurance. Alors, le case study en lui-même fait à peu près 15 pages, donc je vous invite à aller le consulter. Je vais évidemment pas détailler l'ensemble des actions qui ont été menées sur l'intégralité du site. Je vais vous en donner quelques exemples. On a par exemple supprimé certaines pages catégories au profit de pages univers. On a regroupé certaines pages entre elles pour un parcours plus fluide. Ouais, ça c'est ce on abordera le sujet tout à l'heure sur cette fameuse navigation où aujourd'hui on a trop tendance à amener le client directement vers des familles ou des catégories qui sont souvent au niveau le plus fin, alors qu'aujourd'hui le client il a peut-être besoin de découvrir des univers et de comprendre quelle est l'offre de ce marchand, d'accord, et pas forcément aller à la rubrique ou à la catégorie la plus fine. Voilà, et c'est aussi intéressant pour des marchands qui vont avoir des gammes qui peuvent être trop courtes. Ou en tout cas pas assez profonde si la gamme est trop segmentée en univers trop précis. Il faut savoir trouver, et il n'y a pas véritablement de règle dans ces cas-là, il faut savoir trouver le bon équilibre entre navigation, découverte,
et puis positionnement d'experts. C'est souvent le cas sur des marques comme Salomon où on a envie d'aller très fin dans la segmentation de son merchandising, alors que parfois il vaut mieux être un petit peu plus large au profit de la navigation du client et de la conversion. Alors, autre exemple d'action, on a rajouté des contenus pour raconter le produit. Comme je vous le disais, on est sur du produit passion. On s'adresse plutôt à des experts, avancer sur chacune des clients experts sur chacun des sports abordés. Et on a besoin de raconter ce produit, de le valoriser, de le mettre en scène avant de passer à l'acte d'achat. De la même façon, on a besoin de réassurer le client. Et cette pondération des différentes typologies de contenu en fonction du moment de l'expérience utilisateur, elle peut être variable, avec typiquement des éléments de réassurance qui vont être relativement faibles sur la page d'accueil, où on va favoriser l'immersion du client dans un univers produit, dans un univers passion. Par contre, ces éléments de réassurance, au plus on va se rapprocher du tunnel et à l'acte d'achat, au plus ces éléments de réassurance vont prendre une dimension importante. Ouais. Dernier point quand même sur Salomon, c'est qu'on a fait cette mutation sur la partie des stops. Et une fois cette mutation faite et l'uplift mesuré, que je vais vous annoncer, on est passé en étape 2 en web responsive. Alors, des résultats qui sont variants suivant les différents pays. C'est important de bien mesurer cet impact en fonction du pays. Mais au global, une valeur client qui a augmenté de 29%. Alors Yann, tu as parlé en illustrant ces différents cas, tu as parlé d'un certain nombre d'autres leviers, comme tu as abordé une navigation, ce que j'appelle moi la navigation qui reflète non pas le catalogue, mais la recherche de l'internaute. Tu as parlé de moteur de recherche, tu as parlé de merchandising, etc. Et c'est justement ce que je vais évoquer à l'instant. Globalement, quand on veut augmenter aussi la conversion, il y a, comme tu le disais, faire ce que fait un commerçant dans le retail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut travailler l'accès à son offre. Voilà, c'est pas, de ce que j'ai dit tout à l'heure, forcément m'emmener toujours vers une famille ou une catégorie. C'est de travailler son ranking produit. Voilà, on parlait tout à l'heure de la disponibilité produit. Quand on voit sur des sites web que des produits restent en haut de la page alors qu'ils ne sont plus disponibles, c'est forcément un frein à la conversion. Il faut aussi scénariser son offre en créant des corners de marque, en créant des tendances. Je vais évoquer un certain nombre d'exemples à travers des clients Sparco. C'est de faire forcément des mises en avant. Il faut scénariser son offre, mettre en avant sur des pages produits, etc. Le moteur de recherche, on l'a évoqué, qui est un point très très important dans la conversion. Et je dis souvent aux gens que plus la recherche est détaillée, plus le taux de conversion est élevé. Je donne souvent cet exemple. Si je tape dans un moteur de recherche sur un site marchand appareil photo, ou si je tape Canon EOS 370, le taux de conversion il est totalement différent. Et si mon moteur de recherche ne me permet pas de trouver le produit que je recherche en mettant un maximum d'informations dans le moteur de recherche, je perds le client. Un autre point qu'on aborde assez peu souvent, mais qui est important pour nous, c'est de bien travailler aussi ces facettes. Alors, les facettes, les filtres de recherche de l'internaute, d'accord ? On a souvent trop tendance à voir sur les sites web les couleurs sont triées par ordre alphabétique, blanc, beige, etc. Non, blanc, beige, quand on est en plein hiver, c'est pas les couleurs dominantes. Quand on est sur une famille de produits, c'est pareil, il y a des couleurs dominantes. Travailler ses marques, quand on est multimarque, il faut mettre en avant les meilleures marques, les marques les plus vendues, etc. Il faut travailler l'intégralité de tout ça. Et ça va donner des taux de conversion très très élevés. Le deuxième point aussi, c'est pour augmenter, donc là maintenant plutôt la valeur du panier moyen, il faut arriver à faire de la recommandation, des produits similaires, de pouvoir proposer des règles d'upsell, de cross-sell qui vont booster le panier moyen. Et là, on arrive quelque part, non pas aux limites de l'expérience utilisateur, de l'UX design et tout ce qu'on peut faire pour optimiser la conversion sans toucher à la partie back-office. Là, pour faire tout ce dont Pascal vient de parler, très vite, on va avoir besoin d'outils pour réaliser ce merchandising.
Alors, exemple de cas client qui a été travaillé avec Altima, en collaboration Altima Sparco, le site Camailleux, donc encore un leader hein, de la mode femme, où on a travaillé différents aspects. Alors on les a accompagnés sur, là on était dans le cas d'une refonte globale du site. On a travaillé la partie UX design, mais également toute la partie merchandising avec l'outil Sparco au service quelque part de ce merchandising. Alors, ce que j'aime bien chez Camailleux, c'est quand on parle justement de ne pas limiter, de ne pas engager le client, je dis souvent, c'est qu'il faut tenir compte de la maturité de l'internaute. D'accord? C'est quel est voilà, est-ce que je viens et est-ce que vous avez besoin de me faire connaître votre offre? On voit, je ne connais pas un site, imaginons que je ne connaisse pas Camailleux, c'est la première fois que je viens sur leur site, j'ai envie de découvrir leur univers. Donc on a bien ce que j'appelle le niveau de maturité, on doit piloter la navigation, on doit piloter l'exposition de son offre, quels sont les produits que je vais mettre en avant, comment je vais le faire, etc. Pour faire connaître, susciter l'intérêt, faire décider, d'accord, et faire agir. Faire agir, c'est vraiment aller jusqu'au bouton, etc. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que, bien sûr, Camailleux propose une navigation par rapport à des catégories de produits. Hein. J'ai les jupes, les robes, les pantalons, etc. Mais ils ont lancé plein d'accès par de multiples chemins. J'ai des envies. J'ai des envies de quoi? J'ai des envies de fluidité, j'ai des envies de Noël, j'ai des envies de sport d'hiver, etc. Et on voit bien que par rapport à l'envie qu'une cliente peut avoir, je vais lui faire découvrir des produits parce que, voilà, je sais pas moi, les sports d'hiver, c'est à la fois présenter des manteaux, des chaussures, des gros pulls, etc. Et donc je vais pouvoir scénariser. Ce qui est important, c'est que cette scénarisation, elle tient compte aussi je dirais, de l'instant. C'est que ça bouge tous les jours. Je donne aussi souvent cet exemple de quelqu'un qui fait des choses assez intéressantes dans la navigation, c'est Decathlon. Decathlon, vous avez un accès par le sport, d'accord? Il y a des sports de saison. En ce moment, si vous allez sur le site de Decathlon, les sports qui sont les plus visibles et qui sont tout de suite en haut dans la navigation, c'est le ski, le snow. Et puis dans quelques mois, ils vont commencer à nous parler des VTT, etc. Donc c'est d'adapter cette... Mais ce qui est important, c'est que il faut que ce soit piloté par le métier. Et c'est là où les solutions Sparco agissent, c'est donner la main au métier pour pouvoir piloter cette navigation. Le deuxième exemple, c'est voilà, susciter l'intérêt. Alors, il y a un truc que je trouve assez sympa chez eux, c'est que je crois que c'est sur la home page, vous découvrez les 16 nouveautés du jour. Aujourd'hui, j'en ai 16, demain j'en aurai 15. Voilà, ils ont des nouveautés tous les jours qui rentrent dans le catalogue. Il n'y a personne derrière qui vient tous les matins dire « Tiens, il faut que je vienne afficher ». Là, on parle de l'industrialisation et de l'intérêt d'une solution de merchandising. Il suffit de dire dans cet espace, dans cet emplacement, tu me mets tous les produits dont la date de création est égale à la date du jour. Et je fais découvrir comme ça régulièrement mes nouveautés. Je mets en avant mes meilleures ventes. Les meilleures ventes, elles changent parce que la meilleure vente d'aujourd'hui n'est pas la meilleure vente d'hier ou de la semaine précédente. Ça tient compte de la saisonnalité, des intempéries. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Alors, important chez Camailleux, c'est qu'effectivement, on est sur un retailer qui a une gamme qui est très large en termes de produits, qui a une gamme qui a de multiples facettes ou de multiples clés d'entrée pour le client. On l'a vu, on peut rentrer par la nouveauté, on peut rentrer par l'aspect promotionnel, on peut rentrer par la saisonnalité. Et en tant que saisonnalité, j'entends la météo qui fait que, concrètement dehors, on sait tous que dès que la neige arrive, ça va plutôt inciter à la consommation de grosses pièces et au contraire, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de grosses pièces consommées. Camailleux est très fort sur cette notion de nouveauté, avec des nouveautés qui, chaque jour, arrivent et viennent alimenter le site. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on a des multiples clés d'entrée, mais en plus, ces clés d'entrée vont être spécifiques à chaque client ou à chaque segment de clients, avec des clients qui vont plutôt aller chez Camailleux pour aller trouver, pour rentrer par la dimension style, des clients qui vont aller chez Camailleux pour son côté promotionnel, des clients qui vont aller chez Camailleux uniquement pour aller chercher ce qu'on appelle des basiques. Et cette notion, pour susciter l'intérêt, oui, elle doit être en plus spécifique
à des segments clients, voire à des clients lorsqu'on les a ciblés et qu'on connaît leurs préférences et leur historique. Voilà. Autre exemple, on dit faire décider, etc. Et là, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure sur le cas de Salomon, c'est mixer des produits et des contenus. Bah, c'est l'exemple typique. Voilà, les premiers froids, je mets un certain nombre d'informations sur le froid, je mets des visuels, je mets voilà, je scénarise mon offre, je ne jette pas, comme je dis souvent, on ne jette pas ces produits 4 par 4 sur une page liste, on la scénarise et ça donne des résultats. Le dernier point qui est intéressant, c'est le cas de faire agir. Camaïeu a mis en place ce qu'ils appellent la fonction mix match, voilà, c'est leur terme, mais c'est comment à partir d'une fiche produit, j'ai envie de proposer voilà, des produits complémentaires, faire de l'upsell. Donc je suis sur une robe, je vais proposer une veste, un pull, un sac, etc. Tout ça, c'est géré à travers des règles automatiques, d'accord, qui sont pilotées par Sparko. Mais ce qui était assez intéressant, et je vous conseille d'aller faire le petit test, c'est que ils ont mis en place une petite subtilité d'ergonomique, moi que j'aime beaucoup, et qui doit donner des taux de transformation assez élevés. Je ne sais pas si tu pourras nous en parler, mais c'est que sur ces fiches, je suis sur le produit, derrière je peux directement mettre au panier. Je n'ai pas besoin d'aller voir la fiche produit. C'est un petit peu ce que font les sites de vente on va dire tout ce qui est nourriture, les drives, etc. C'est vrai qu'on va rarement sur la fiche produit, c'est dès la page listing, je dis ajouter au panier, ajouter au panier, ajouter au panier, et je compose très vite mon panier. Et c'est ce qu'a proposé aussi, je trouvais assez intéressant sur le cas de Camaïeu. Oui, donc la capacité sur le site à gérer de l'upsell et du cross, notamment sur la partie... Oh non, il y a deux dimensions. Il y a la dimension effectivement tenue complète, qui est look, qui est importante et qui peut inciter. Cette dimension accessoire aussi qui est fondamentale dans la mode femme et homme d'ailleurs. Je ne vais pas vous donner de chiffres, tout simplement parce que je pense qu'il ne serait pas content. Parce qu'il ne serait pas forcément très content que je mais c'est qu'ils doivent être bons donc. Mais généralement quand on hésite à les donner, c'est qu'ils sont pas trop mauvais. Simplement ce que je vais ajouter, c'est que cette dimension merchandising qui a été retravaillée, même j'ai envie de dire quelque part révolutionnée, a permis une liberté d'action beaucoup plus forte pour les équipes métiers. Liberté d'action pour avoir plus de réactivité notamment sur le merchandising. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vite pour optimiser ce merchandising, pour être réactif en termes de mise à jour. On est plus réactif et on a un spectre des possibles qui est également élargi. Sur le site Camaïeu, je vous invite à aller regarder la fonctionnalité colorama, où typiquement aujourd'hui on a la possibilité à partir d'une couleur de consulter l'ensemble des produits associés à cette couleur. Et là encore, on est sur des notions de tendance. Alors je suis pas forcément un spécialiste du style en termes de mode, mais c'est vrai que cet hiver, on a beaucoup vu ce bleu indigo là qu'on voyait partout. Oui, aujourd'hui, je cherche un produit bleu indigo, je vais sur le Colorama, je saisis ma couleur et de façon automatique, quelle que soit la gamme produit, j'accède à ce produit. Ça c'est important, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette navigation transversale, d'accéder par de multiples chemins, etc., de faire en sorte qu'un produit soit exposé sur de multiples chemins de navigation. Ça a souvent, et c'est important dans la conversion, c'est un levier important à la fois sur le taux de rebond, sur le nombre de pages listes vues par visite, sur le nombre de fiches produits vues. Et on le sait très bien, plus on expose ces produits, et plus le taux de conversion augmente. Il y a un autre point que je voulais indiquer dans d'autres indicateurs et d'autres leviers intéressants. Il y en a une que je trouve assez pertinente. C'est ce qu'on appelle une autocomplétion riche avec des images et des couleurs. C'est quoi ? C'est quand on parle dans un moteur de recherche. Eh bien aujourd'hui, on est capable, en tout cas avec nos solutions, de pousser aussi des contenus. Et je vous conseille d'aller faire le test sur le site de Decathlon. Vous tapez VTT, vous faites entrer, et vous verrez que vous arriverez sur une page de résultats de recherche qui est complètement scénarisée, où je retrouve l'univers du VTT par une image de fond, etc. Eh bien ça, c'est peut-être
ça peut paraître un peu anodin, mais ça augmente de 31% le nombre de pages vues suite à un résultat de recherche. Et forcément, ça a un impact direct sur la conversion. Je dis souvent, il faut, on disait tout à l'heure, de revenir aux fondamentaux du commerce au merchandising. Je vais faire un pavé assez rapide sur le merchandising personnalisé, parce qu'aujourd'hui, on est capable de personnaliser son merchandising. Ce qu'on n'est pas capable de faire dans le monde physique, hein. Je ne peux pas adapter mon magasin en fonction du client. Mes rayons, ils sont positionnés où ils sont, mes produits sont positionnés. Autant dans le monde physique, on est capable d'adapter ce merchandising. L'idée du merchandising personnalisé, c'est quoi? C'est d'aider le client à trouver le plus rapidement possible le bon produit. Et pour ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre? Eh bien, on est par exemple capable d'utiliser ce que je vais appeler de la donnée CRM. J'ai des segments, j'ai déjà des âges, des appétences, j'ai des marques préférées. Je dis souvent aux e-commerçants, vous dépensez beaucoup d'argent dans le CRM, on parle aussi du big data aujourd'hui, où on essaye de scorer, segmenter le client, etc. Puis on s'en sert principalement pour faire des campagnes sortantes, mais sur le site web, malheureusement, on s'en sert relativement peu. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir utiliser cette donnée. Oui, ma marque préférée est la marque A ou la marque B, ou j'ai un style vestimentaire préféré, je vais le remonter le plus rapidement possible. C'est aussi d'utiliser ce que j'appelle d'utiliser en temps réel le comportement et la navigation. Pour faire toujours un parallèle avec le monde réel, tu parlais tout à l'heure de la grande mode du bleu indigo, d'accord? Donc on a vu du bleu indigo partout, en haut de page, etc. Sauf que moi, si je déteste le bleu indigo, c'est peut-être pas la peine d'aller me mettre du bleu indigo sur toutes les pages et en haut de toutes les pages, d'accord? Si dans le monde physique, je vois un vendeur ou une vendeuse me conseille et qu'elle me présente justement du bleu indigo, puisque c'est très à la mode, et que je lui dis je déteste le bleu, elle va scénariser le magasin, elle va m'emmener vers des produits en tenant compte de ce que je lui ai dit. Dans le monde digital, on doit faire la même chose, on doit tenir compte du comportement du client. Ça veut dire d'être capable de recalculer en temps réel à chaque clic de l'internaute la meilleure proposition de produit, lui remonter le plus rapidement possible ce bon produit. C'est là où on voit toute l'importance de cette dimension data. La donnée qui est associée au client, qui peut être multiple, qui peut être déclarative, qui peut être comportementale, mais quelque part, je vais devoir stocker cette donnée, je vais devoir l'identifier. Et tout le travail d'optimisation qu'on peut apporter sur cette dimension merchandising commence par une analyse quelque part du besoin métier. Pourquoi je vais optimiser mon merchandising, comment je vais le faire, quels sont les leviers métiers que je vais activer. Et tout ça va se traduire sur un besoin en termes d'acquisition de données et un besoin également en termes d'outils pour scénariser et mettre en œuvre les différents parcours que j'ai définis. Voilà. Autre exemple, je dis souvent, il faut personnaliser son merchandising, son exposition de son offre en tenant compte, par exemple, de l'origine du client. Je suis arrivé par quoi? Par des campagnes d'emailing, par des sites affiliés. J'ai souvent une raison pour laquelle je suis arrivé sur le canal de vente. Et puis aujourd'hui, on a souvent trop tendance à m'emmener sur une fiche produit. Et puis une fois que je suis sur la fiche produit, je reviens sur le canal et on a complètement oublié pourquoi j'étais venu. Voilà. Et je vais vous donner des exemples. Voilà. Il y a plein de mécaniques à mettre en œuvre pour tout ça. Quand on commence à faire du merchandising personnalisé, on dit souvent aujourd'hui que ça rapporte chez nos clients plus de 40% de taux de conversion supplémentaire, donc une vraie augmentation, et 14% de panier moyen supplémentaire. Mais c'est vraiment une démarche qu'il faut mettre en œuvre. À ce titre-là, je vais présenter un exemple assez simple, qui est par exemple celui de Tout par Gel. Si je vais par exemple sur un site qui est un site affilié, qui est le laboratoire Cote, qui vend des produits régime, d'accord? C'est une origine et si j'accède sur le site de Tout par Gel, quand j'arrive sur Tout par Gel, qu'est-ce qu'on met en avant sur la homepage? On met des produits régime. On ne me met pas, comme sur la homepage, du Twix, du Raider, etc., qui ne sont visiblement pas des produits très très régime. D'accord? Donc j'adapte la scénarisation de mon offre, je mets en évidence directement les promotions, les nouveautés par rapport à cet exemple de l'origine. Deuxième exemple, c'est je scénarise mes visuels, d'accord, qui peuvent être différents en fonction du fait que je sois client ou que je sois primo-visiteur. Voilà, donc là, je vois que j'ai soit un produit acheté le deuxième ou j'ai moins 10% ou moins 10 € sur mon panier. J'adapte, je scénarise.
Le dernier exemple aussi qui est assez intéressant en termes de personnalisation, c'est que chez Tout Par Gel, ils n'ont pas un catalogue très très étendu, ils ont un peu plus 7000 produits. Et parmi ces 7000 produits, c'est 200 pages de navigation. Donc tu as abordé tout à l'heure le fait d'avoir simplifié, retravaillé l'ergonomie de ces pages de navigation. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de mettre en avant un certain nombre d'endroits, et bien par exemple les promotions, les nouveautés des 3 familles les plus achetées, les plus vues. Ce que je disais tout à l'heure, écoutez ce que vous dit le client. Si je viens toujours pour chercher, j'en sais rien, des pizzas, etc., j'ai peut-être intérêt à mettre en avant plus ces produits que de me parler du poisson surgelé que je n'achète par exemple jamais. Voilà, il y a plein de mécaniques à mettre en œuvre. Je vois qu'on est très très en retard. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'aborder maintenant, si vous avez des questions. Là, je devais présenter assez rapidement le principe de Sparko, mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et derrière, je dirais, on devait présenter aussi la démarche Altima, mais je pense que c'est aussi l'occasion de rentrer en contact avec Yann pour qu'il vous explique plus tout ça en détail. Donc maintenant, on va vous laisser la parole. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vous a présenté ce matin,